bienvenue pour cette rencontre autour de l'impression. Alors on l'a intitulé Impression traditionnelle et 3D, c'est un titre un peu bateau qu'il fallait qu'on trouve. Quel imprimeur pour quelle prestation, combien ça coûte? Donc nous avions invité Monsieur Grangeot, donc peut-être qu'il nous rejoindra en cours de rencontre, on verra. Loïc Néhou en tant qu'imprimeur et en tant qu'éditeur et auteur, mais qui peut aussi parler, il va improviser un peu, du coup le pauvre, on va lui mettre un peu la pression, il peut parler aussi de la fabrication du coup et de l'impression. Et on a eu l'idée de rajouter une autre dimension avec un autre type d'impression, l'impression 3D. Donc fabrication de modèles, là, Christophe nous en montrera peut-être quelques-uns où on vous invitera à venir les voir de manière plus proche après. Ça commence par la conception de la maquette sur un ordinateur avec InDesign et on monte les pages du livre une à une avec les folios qu'on met, les textes, etc. On conçoit aussi la couverture en tenant compte du fait qu'il faut des bords pour couper le papier après. Et ça, après, on envoie chez l'imprimeur. Et l'imprimeur, s'il travaille en offset, à partir de ça, il fait des plaques en alu qui vont servir à imprimer les 4 couleurs, si c'est un livre en quadrichromie. Donc on rajoute le noir aussi en magenta et jaune. Et donc cette plaque offset en métal est ancrée et l'encre se reporte sur un rouleau qui s'appelle un blanchet et ce rouleau va lui-même imprimer le papier. Voilà. Et donc, en général, les machines 4 couleurs, il y a 4 rouleaux pour faire les 4 couleurs pour que ça sorte en même temps, quoi. Et donc après, l'imprimeur cale la grande feuille sur le pupitre et puis il fait les réglages pour savoir si on a assez d'encre ici, etc. Un jour, l'imprimeur m'a appelé affolé parce qu'on avait imprimé la couverture, c'était le livre de 3615 Alexia de Frédéric Boilet. Et il m'appelle affolé, il me dit c'est une catastrophe, on a pelliculé, ça a fait virer les couleurs. Je dis bon, d'accord, donc j'arrive, et en fait, je suis arrivé et je trouvais ça mieux. Mais lui, il ne pouvait pas le savoir, c'est-à-dire que d'où l'importance que l'éditeur soit là pour dire, voilà, parce que sinon, si je l'écoutais, il pilonnait tout, il recommençait. Je n'imprime jamais à l'étranger, en Slovénie ou je ne sais pas, à Taïwan. J'ai toujours fait attention à imprimer ici, à côté de chez moi, parce que s'il y a un problème, je peux y aller tout de suite, voir et le rectifier plutôt que de recevoir des milliers de bouquins qu'il faut retourner à l'imprimeur en disant c'est mal fait, voilà, c'est la faute à qui, après on perd du temps. Moi je suis devenu éditeur par défaut, hein, je n'étais pas destiné à ça, mais à un moment donné j'ai eu des œuvres dans les mains, c'était le journal de Fabrice No, il fallait le publier, comme aucun éditeur n'était capable de le faire. J'ai décidé de le faire et je me suis improvisé éditeur et directeur de fabrication et tout le reste, voilà. Et donc j'ai commencé à travailler avec des imprimeurs. Là par exemple j'ai mis sur l'écran un livre de Jean Tellier qui s'appelle Jean de France. C'est l'un de ceux qui m'a donné le plus de fil à retordre en termes de fabrication. Alors il y a une partie des pages qui avait été publiée par Casterman, mais on n'avait pas pu récupérer les films, ils n'avaient pas voulu nous les donner ou se donner la peine de les chercher. Donc on avait fait refaire totalement la photogravure du livre à partir des originaux. Et pour aller encore de manière plus précise, j'avais les originaux de Jean Tellier sur le pupitre de l'imprimeur pour caler les couleurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les pages, elles sont là, elles sont par deux, mais en fait, elles sont imprimées sur des grandes feuilles et puis après, c'est plié et coupé. Mais bon, ce qui fait que lui, il a un dessin là, en couleur extrêmement subtil. Et par exemple, dans le cas d'un gris coloré, s'il y avait un gris coloré un peu jaune, un peu rose ou un peu bleu dans la même page, c'est très très difficile à obtenir parce que dès qu'on va mettre un peu plus de cyan, de magenta ou de jaune, ça va tout de suite faire virer ces gris colorés. Donc c'était assez difficile. Et aussi, alors Bernard Grangeot, bon, il y a Tellier, il me dit ah, ça serait bien qu'il y ait un signé bleu, blanc, rouge au milieu du livre. Bon, est-ce qu'on peut faire ça? Donc là, je m'adresse à Bernard Grangeot pour lui dire, est-ce qu'on peut faire ça? Réfléchis, je vais essayer de vous trouver ça. Et il l'a fait.
Le façonnage. Bon, on reçoit le papier imprimé. Quelquefois, on met au point avec l'éditeur ou l'imprimeur les impositions. Et on prend le papier à plat, sort brut de machine en général. Et en fonction des imprimeurs, ça va être des formats qui vont de 32-45, ce qu'on n'aime pas, à 72-102. Voilà, en fonction des capacités de chacun, ça peut... Bon, l'édition, c'est toujours des cahiers, hein, ça va être 8 pages, 16 pages, 32. En fonction des capacités de l'imprimeur, on va avoir des pliages plus ou moins complexes à faire. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Parce que oui, il y a l'étape, bon, vous recevez les feuilles, il y a l'étape du pliage, et Oui. après il y a la couture. Assemblage. Et après, Pliage, assemblage. après couture, collage, Ouais, collage de la couverture, et puis massicletage pour couper le livre au bon format. C'est ça. Et si on veut que ça se passe bien, il vaut mieux en parler avant, avec l'imprimeur ou l'éditeur, comme je disais, parce qu'il y a des cas quelquefois un peu particuliers. Et suivant les papiers, on peut avoir besoin de plus ou moins de coupe, de double coupe. C'est un peu technique après. Hein. Je sais que vous n'aimiez pas quand je vous apportais des papiers trop durs. Oui, ça oblige à le plier, ça va faire des becs. Ouais, on a des solutions. Après, il faut faire des perforations, ou alors il faut fractionner le cahier. On fait des 8 au lieu de faire un 16, suivant le grammage. Il y a des solutions, c'est pour ça qu'il faut quand même en parler avant. Ouais, et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a toujours des astuces. Vous êtes toujours obligé de trouver une astuce pour résoudre un problème qui se présente. Ouais. Et ça, c'est quand je vous vois bidouiller dans votre machine, l'encolleuse avec le fil de fer qui fait diriger la colle comme ça, juste avec vos clés. Souvent, chaque cas est particulier. Hein, le papier, c'est vivant. Et on est souvent obligé de faire des choses qui n'ont pas besoin d'être durables. Donc on va beaucoup d'élastique, de scotch. Une fois que la série est finie, on enlève tout et on voit ce qu'on fait pour la prochaine série. Ouais, parce que c'est presque de l'artisanat en fait, hein, quand on vous voit faire... Ouais, c'est du semi-industriel. Ouais. C'est un peu ça. C'est des machines performantes, mais si on n'y met pas les mains, il ne se passe rien. Et des fois, vous êtes obligé de vous retrouver avec des situations, parce que par exemple, on ne sait peut-être pas, mais il y a un sens dans le papier. Hein. Le papier a un sens, les fibres ont un sens. Et si on veut faire un rabat et plier le papier, il faut aller dans le sens du papier, pas à contre. Sinon, c'est moins facile. Et des fois, vous vous retrouvez avec des papiers qui n'ont pas été prévus pour être pliés dans le bon sens, et là, ça vous embête. Même si je le demande d'ailleurs. Ouais. Parce que souvent la couverture loge mieux dans un certain sens par rapport au format papier. Donc même si la fibre va se retrouver dans le mauvais sens, l'imprimeur a souvent tendance à faire ce qu'il arrange pour minimiser les coûts. Et on se retrouve avec des plis qui cassent. Et voilà, ou une couverture, avec l'humidité, bon, ça travaille toujours plus ou moins, ça travaille dans le mauvais sens. Ça nuit à l'esthétique. C'est bien de savoir comment ça se passe à la fin, et la plupart du temps, vous aviez des problèmes quand l'éditeur ne savait pas jusqu'où que ça allait chez le façonnier et qu'il fallait penser à ça pour vous faciliter le travail. Pour pouvoir le finir proprement. Ouais. Comme on dit, quand c'est mal commencé, on ne peut pas bien finir. Voilà, exactement. Ça a été souvent le cas. Mais quand on travaille avec des imprimeurs qui sont habitués au livre, il n'y a pas de souci. Le danger, c'est d'aller chez un imprimeur qui n'a pas la culture du livre et qui... Voilà, là on va dans le mur en général. C'est bien de savoir, de connaître. Moi, je pense qu'il faut connaître absolument toute la chaîne. Comme ça, on sait, on évite, tant que faire se peut, les erreurs de conception. Voilà. Mon souci, c'était pas de vous compliquer la tâche non plus. Par exemple, j'ai mis à l'image Jean de France et d'ailleurs, je pense que vous vous souvenez avoir fabriqué ce livre, avec le signet bleu, blanc, rouge que vous avez demandé de faire. Je crois qu'il vous a occupé une semaine environ. J'ai encore les signets, il a fallu en prendre 10 000 mètres. Je ne l'ai pas replacé. La différence entre le numérique et l'impression offset. Il n'y a pas les mêmes possibilités, elles sont différentes, bien que maintenant elles aient tendance à se rapprocher. Ils peuvent aussi faire du pelliculage, du gaufrage, du vernis, de la dorure, enfin, ils peuvent à peu près tout faire. Bon, après, c'est après dans les formats, ça va être moins commode, voilà. Et puis, de la point de vue du façonnage, bon là,
il cousse pas encore et il colle, je crois. Donc, mais peut-être bientôt ça va arriver, je pense. C'est en pleine évolution. Actuellement, avec le numérique, et puis bon, il y a certaines machines qui ont été imaginées, on a de moins en moins besoin des relieurs ou des façonniers. Puis après, c'est un livre, c'est pas pareil. C'est forcément un livre relié sans couture. Il n'est pas destiné à être forcément conservé. Il n'y aura pas la même durée de vie. C'est pas la même culture du livre, on va dire. Le numérique, nous, c'est pas notre spécialité. On peut pas travailler derrière le numérique. Donc petit à petit, le volume a baissé, alors on s'est développé sur autre chose. Mais notre grosse spécialité pendant 30 ans, 35 même, ça a été la finition. Et on continue d'ailleurs, hein. On continue. On a été obligé d'ajouter, on a été obligé d'aller chercher le travail nous-mêmes pour nous alimenter, parce que en l'espace de, je sais pas moi, depuis 2009, on va dire qu'on a perdu... je dirais 70% du volume en dos carré cousu. Les éditeurs ont disparu, enfin tous les spécialistes en livres ont eu du mal, beaucoup de mal. Ça veut dire que façonnier, ça devient un métier pour le livre de luxe presque, enfin... Oui, beaucoup. On fait par exemple les tirages de tête de Grasset, mais on ne fait pas le tirage normal. On ne fait que le tirage de tête. Donc comme j'avais besoin d'un gros volume, j'ai été tout de suite vers des choses plus courantes. Je ne sais pas si je peux le dire. On fait beaucoup de dépliants, on va dire, pour des grosses sociétés nationales, mais des très grosses séries. Effectivement, passer de 500 nouveautés en bande dessinée il y a 20 ans à 5000. Puis en plus, le lectorat a été multiplié que par 2. Donc on voit bien où est le problème. C'est pour ça que les auteurs ont plus de mal à vivre maintenant, parce qu'ils ont moins de livres. Et qu'on les entend chercher des solutions. Mais les solutions, il faut qu'ils se prennent en main, les auteurs, pour se passer d'un certain nombre d'intermédiaires, parce que sinon c'est pas possible. Parce que quand 70% du prix de vente d'un livre n'est ni la fabrication, ni l'auteur. C'est les intermédiaires. Éditeurs, diffuseurs, distributeurs, éventuellement agents, parce qu'il y en a, et libraires. Voilà. Donc il y a trop de personnes qui viennent en croquer, ils en laissent trop peu à l'auteur. Il faut absolument éviter ça. Mais bon, là après, c'était aussi pour... parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais la librairie, la chaîne de livres marche sur la tête depuis très longtemps, mais personne ne semble s'en émouvoir. Et donc ça consiste à imprimer des tonnes et des tonnes de bouquins qu'on envoie chez les libraires. Et les livres invendus, qui car quelquefois peuvent représenter beaucoup du tirage, des fois 75% j'imagine, tout ça ne va pas chez le soldeur, hein, tout ça est pilonné. Donc instantanément on est au retour de chez les libraires. Donc moi c'est pour ça qu'à un moment donné je me suis dit, bon, il faut peut-être prendre les choses dans l'autre sens, plutôt que d'imprimer à l'aveugle sans savoir qui ça va intéresser et que ça finisse au pilon, autant d'abord chercher à savoir qui ça intéresse, et à partir de là on imprime les livres qui sont nécessaires uniquement. Faire de la petite série en passant par un façonnier comme vous, Monsieur Grangeau, du coup ça fait augmenter un peu le coût de fabrication à l'unité, ce qui fait qu'il faut qu'on passe sur un autre type de livre un peu plus cher pour le public aussi. Il faut qu'on anticipe tout ça du coup. Disons que la petite série, oui, on en fait bien sûr, mais c'est pas notre matériel est assez mal adapté là quand même. Oui, mais enfin. Oui, sur du forcément livre. C'est un coût. Moi, j'aime pas trop le numérique, mais je comprends bien que dans certains cas, c'est la meilleure solution. Et comme dit Monsieur Néou, quand on ne sait pas si ça va se vendre, il est peut-être préférable de limiter la casse. Parce que c'est vrai que ça fait un gaspillage, c'est énorme. Ah ben oui, c'est énorme. Oui. Ça fait de la peine de voir tous ces livres qui passent au pilon. Tu peux nous annoncer. En termes de coût, alors à l'unité c'est un peu plus cher évidemment, à l'impression numérique, mais du coup comme on n'est pas obligé d'en imprimer 2000 ou 5000, ça coûte moins cher. Alors ça dépend ce qu'on dit, coûter cher ou moins cher. Parce que, en offset, en dessous d'une série de 2000, c'est pas intéressant. Mais s'il faut payer de 5000 bouquins, 2000 bouquins à je sais pas combien, 2 euros on va dire, j'en sais rien.
voilà, on est obligé de dépenser 10 000 euros, tandis que si en fait on n'en a pas besoin de 2000 mais juste de 800, eh ben c'est 800 par, on va dire, 3 euros, ça fait toujours moins cher que les 10 000. C'est fort différent. Bon, c'est le même intitulé, impression, mais c'est surtout la fabrication d'objets en petite série notamment, de pièces uniques ou de prototypes. Donc effectivement, pour imprimer des pièces en plastique comme celle-ci ou d'autres, on a besoin d'avoir un fichier numérique, un fichier 3D. Et pour obtenir ce fichier, il y a principalement deux méthodes. La première, ça consiste à numériser une statuette, un objet, un élément décoratif, monumental, enfin n'importe quel objet. De récupérer ce fichier 3D et grâce à une imprimante, bon là c'est une imprimante qui fait du dépôt de fil plastique, de refabriquer derrière cette pièce dans un format différent, des matériaux différents. Enfin, il y a multiples possibilités de sortie en fait. Et la deuxième méthode, c'est de modéliser, donc d'utiliser un logiciel 3D et de fabriquer, de faire une adaptation en fait, de passer d'un design 2D à un objet virtuel 3D qui sera en fait le pilote de l'imprimante pour fabriquer l'objet réel à la suite. Alors bon, en fait nous on a deux imprimantes là, à l'heure actuelle. En gros on peut imprimer en plastique. Donc il y a deux plastiques, un bioplastique qui s'appelle le PLA, qui est à base d'amidon de maïs, et un plastique ABS, style ABS. Et ensuite on peut imprimer aussi en céramique, donc c'est une sorte de pâte de céramique qui est chauffée par la buse et qu'on peut ensuite recuire, faire un biscuit, donc teinté. Un biscuit, c'est-à-dire qu'on a une première impression qui est faite dans le matériau céramique qu'on peut ensuite teinter et repasser au four. On a aussi des plastiques chargés, c'est par exemple PLA plus bronze, PLA plus particules d'aluminium, enfin il y a différents PLA comme ça qui sont un peu mixtes et qu'on peut apprêter ensuite, poncer et qui ont l'aspect du métal sans en avoir la densité. Il y a des résines aussi, des résines qui donnent des précisions très importantes, plus précises que les plastiques. Il y a de plus en plus de matériaux en fait qui peuvent correspondre à l'impression 3D et qui sont développés notamment par des industriels en fait. Les technologies auxquelles nous on est confrontés à l'heure actuelle, c'est des technologies développées pour le grand public, donc c'est pas exactement les mêmes qui étaient utilisées dans l'industrie, qui sont un peu moins précises. On essaie de reproduire de manière virtuelle plus ou moins la réalité, grâce à des logiciels 3D notamment. Maintenant, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a la possibilité à partir d'une image qui peut être sortie d'un jeu vidéo, d'un dessin animé, d'un design de designer quelconque, on peut le fabriquer et avoir un objet réel. Donc même un objet connecté, ça peut être tout style d'objet. Donc je pense qu'il y a un intérêt en termes de création. Bon, pour les auteurs, je ne sais pas trop, nous on n'a pas vraiment initié la démarche jusqu'à présent, mais on se disait que ça pouvait être intéressant pour des petits éditeurs, des auteurs indépendants, d'avoir accès justement à un panel d'objets qui serait représentatif de leur création, pour des moments événementiels et surtout pour des tout petites séries, du prototypage, ou voilà, quelques pièces, quelques dizaines de pièces. Oui, c'est ça, bon, on voulait s'inscrire un petit peu de manière locale, donc dans une démarche plus globale, et on pensait faire un Hall of Fame des auteurs de bande dessinée, notamment voilà, des présidents, des gens qui étaient qui passaient au fil du temps, qu'on connaît souvent pas, on connaît leur œuvre bien souvent, mais on ne sait pas à quoi ils ressemblent. On a vu l'idée, voilà, comme ça, de fabriquer des bustes au fil du temps, faire une sorte de galerie comme ça. Et après, oui, notre champ d'action, il est autour justement de l'art contemporain, du patrimoine local. Donc le patrimoine local, on fait pas mal d'actions de numérisation. Et pour les artistes contemporains, on fait du scan, mais aussi on fait aussi du prototypage. Par exemple, on travaille avec un sculpteur de La Rochelle qui nous demande de faire de manière préalable une maquette de ces sculptures, donc en PLA,
lui, il valide comme ça ses sculptures et il peut même les présenter à ses éventuels partenaires. Et ensuite, il fait faire des bronzes à partir du prototype. Alors, avec nos machines, on peut aller jusqu'à 30 cm, ça c'est 15 cm, donc on peut faire le double d'un seul tenant. Après, on peut aussi composer un objet de plusieurs parties. On peut imaginer imprimer en 30 cm 4 fois. Quelqu'un en aurait 1,20 m. Bon, il y a ce système-là. Après, il y a d'autres systèmes qui sont plus des découpes numériques et qui permettent de découper dans différents matériaux, du polystyrène notamment. Et donc, on peut faire des pièces monumentales à partir du même fichier. On peut imaginer avoir Baudouin en 4 mètres de haut à partir du même fichier. Parce que comme vous parliez de travail avec l'art contemporain, on peut imaginer en effet des formes assez grandes. Mais là, notamment, on a travaillé avec un plasticien poitevin qui nous a fait scanner des amis à lui en costume de NBC. Là, c'est des costumes nucléaires, biologiques, chimiques de protection. Et il voulait faire comme ça des artefacts et aussi des sortes de personnes à taille humaine fantomatiques lors d'une exposition. Et donc les petits, on les a réalisés en plastique, mais les gros, il va les faire découper dans du polystyrène, effectivement, et le fichier est commun aux deux, quoi. Donc, voilà. Une fois qu'on a le fichier, c'est vraiment l'équivalent du moule traditionnel, on peut faire autant de pièces que l'on veut. Donc, on n'est pas... Tu peux me faire un Loïc Néou en 3 mètres qu'on mettrait sur la passerelle Magélis? Ah oui, on peut aisément le faire. Sur un cheval avec... Combien on est prêt à faire un crowdfunding pour te financer celui-là? On en parlera après manger, je pense. Et un spectacle avec l'espace Polar SNCF, le Polar